Mes mains tremblaient tandis que je fixais la notification sur l'écran de mon téléphone. Après 8 ans de silence complet, ma mère avait finalement repris contact. Le message se lisait exactement comme un couteau remuant une vieille plaie. Fête de Noël en famille à 18h30. Nous avons quelque chose d'important à discuter. L'horodatage indiquait qu'elle l'avait envoyé exactement 12 heures après que Forbes eut publié sa liste des 30 de moins de 30 ans, où figurait mon nom et ma photo. 8 ans à me traiter comme si j'étais mort. Et maintenant, soudainement, il voulait parler. J'avais 30 minutes pour décider si je devais retourner dans la maison qui avait autrefois été mon foyer ou continuer à vivre comme le fantôme qu'ils avaient fait de moi. L'ironie me brûlait la poitrine comme de l'acide. Ils m'avaient déclaré mort quand j'avais choisi mes rêves plutôt que leurs attentes. Mais me voilà, plus vivant que jamais. Les souvenirs m'ont submergé comme un raz-de-marée alors que j'étais assis dans ma Tesla devant leur manoir de banlieue immaculée dans le comté de Westchester. Il y a 8 ans, j'avais 25 ans et j'étais sur le point de commettre la plus grande erreur de ma vie, du moins c'est ce qu'ils pensaient. La scène se rejouait dans mon esprit avec une précision saisissante. C'était un dîner du dimanche en décembre, la neige tombait doucement à l'extérieur des baies vitrées de notre salle à manger. Mon père, le docteur Harold Brennan, était assis en bout de notre table en acajou comme un roi tenant sa cour. Ses mains de chirurgien étaient pliées avec précision, et ses yeux gris acier arboraient ce regard familier de déception. Ma mère, Margaret, se positionnait comme un procureur se préparant à un contre-interrogatoire. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon parfait, et sa robe bordeaux lui donnait plus l'air d'assister à une réunion du conseil d'administration qu'à un dîner de famille. Mon frère aîné, Marcus, était avachi sur sa chaise avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais déçu personne. À 28 ans, il était déjà associé chez Morrison Kyle & Associates, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Manhattan. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, son costume bleu marine impeccable même un dimanche soir. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone pendant le dîner, mais je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Alors, commença mon père en coupant sa côte de bœuf avec une précision chirurgicale. Comment progressent tes études à Johns Hopkins? Le stage en chirurgie cardiaque devrait bientôt commencer. Mon estomac se noie. C'était le moment que je redoutais depuis des mois. En fait, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai été accepté dans le programme de médecine, mais j'ai décidé de ne pas continuer. Le silence qui suivit fut assourdissant. La fourchette de ma mère cliqueta contre son assiette en porcelaine. Marcus leva les yeux de son téléphone avec un intérêt soudain, ses yeux verts brillants d'une lueur que je ne puis identifier. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement, fiston ?» La voix de mon père était dangereusement calme. « Je veux dire que je veux créer une entreprise technologique. J'ai développé un logiciel qui pourrait révolutionner la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les applications sont infinies. Nous pourrions aider les organisations de secours en cas de catastrophe à acheminer les ressources plus rapidement, aider les hôpitaux à gérer leur stock plus efficacement, aider les entreprises de transport à réduire le gaspillage et l'impact environnemental. » Ma passion se déversa comme l'eau d'un barrage brisé. Je parlais d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, et du potentiel de sauver des milliers de vies grâce à une meilleure logistique. J'expliquais mon plan d'affaires, mon étude de marché, mon prototype qui montrait déjà des résultats incroyables. Marcus enregistrait tout sur son téléphone, mais il le tenait bas, faisant semblant d'envoyer un texto. J'étais trop absorbé par ma présentation pour remarquer la lumière rouge de l'enregistrement. « C'est absurde, » interrompit ma mère, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. « Tu jettes une carrière garantie en médecine pour poursuivre une chimère informatique. Comprends-tu ce que tu abandonnes ? Le nom Brennan a une signification dans cette communauté depuis 3 générations. Je comprends exactement ce que j'abandonne, maman. Mais je comprends aussi ce que je gagne. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de succès. Il s'agit de faire une réelle différence dans le monde. » Mon père posa son couteau et sa fourchette avec une précision délibérée. « Laisse-moi être très clair, La famille Brennan a bâti sa réputation sur le service aux autres par la médecine et le droit. Nous sauvons des vies et défendons la justice. Nous ne courons pas après des plans pour s'enrichir rapidement à la Silicon Valley. Ce n'est pas un plan pour s'enrichir rapidement, papa. Je travaille là-dessus depuis 2 ans. J'ai déjà obtenu un financement préliminaire de 3 investisseurs qui croient en cette technologie. C'était une légère exagération, mais j'étais désespéré de leur faire comprendre. Marcus prit enfin la parole,
sa voix douce comme de la soie. Je pense que ce que maman et papa essaient de dire, c'est que l'héritage familial compte. Quand on porte le nom Brennan, on a certaines responsabilités. Quelle responsabilité? Répliquai-je. La responsabilité de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. La responsabilité de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Mon père se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. La responsabilité d'honorer les sacrifices que nous avons faits pour te donner toutes les chances dans la vie. La responsabilité d'apprécier que nous ayons hypothéqué cette maison pour payer tes études. La responsabilité de comprendre que nous avons déjà dit à nos collègues et amis que notre fils allait devenir chirurgien cardiaque. Je ne vous ai jamais demandé de dire ça à qui que ce soit. Je n'ai jamais fait cette promesse. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de colère, pas de tristesse. Après tout ce que nous t'avons donné, c'est comme ça que tu nous remercies. En nous embarrassant devant tout notre cercle social, en jetant l'avenir que nous avons travaillé si dur à te fournir. Vous avez travaillé dur pour fournir l'avenir que vous vouliez pour moi, pas l'avenir que je voulais pour moi-même. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un nuage de poison. Marcus continuait d'enregistrer, capturant chaque échange houleux, chaque voix élevée, chaque moment de dysfonctionnement familial. Le visage de mon père devint rouge de rage. Si tu abandonnes la faculté de médecine, tu abandonnes cette famille. Nous ne soutiendrons pas cette folie, ni financièrement ni autrement. Je ne demande pas votre soutien financier. Je demande votre soutien émotionnel. Je vous demande de croire en moi. Croire en quoi? Un rêve ridicule de changer le monde avec un programme informatique? Grandi, j'ai. Le monde n'a pas besoin d'un autre entrepreneur raté. Il a besoin de médecins qui peuvent sauver des vies. La conversation dégénéra en cris. Je les accusais de ne jamais m'écouter, de ne jamais essayer de comprendre ce que je voulais vraiment. Ils m'accusèrent d'être égoïste, ingrat et délirant. Marcus était assis tranquillement dans son coin, enregistrant toujours, capturant chaque moment douloureux. Finalement, ma mère lança l'ultimatum qui allait me hanter pendant les 8 années suivantes. Tu as une semaine pour reprendre tes esprits et retourner à Johns Hopkins. Si tu ne le fais pas, alors pour nous, tu n'es plus notre fils. Nous dirons aux gens que Jay Brennan est mort dans un accident de voiture, et nous organiserons un service funéraire pour le rendre officiel. Je pensais qu'elle parlait métaphoriquement. J'avais tort. 3 jours plus tard, comme je n'étais pas retourné à la faculté de médecine, ils mirent leurs menaces à exécution. Ils organisèrent un véritable service funéraire à la cathédrale Saint-Patrick. Ils invitèrent des amis, des collègues et des membres de la famille élargie. Ils firent une cérémonie avec un cercueil fermé et dirent à tout le monde que j'avais été tué dans un tragique accident à Baltimore. Marcus hérita de mon fonds en fiducie, de mon fonds pour les études et de la part de l'héritage familial qui m'était destiné. Il prit également la conversation enregistrée et la modifia, soigneusement, enlevant tout contexte et ne gardant que les parties où j'avais l'air irrespectueux et ingrat. Il fit écouter ces extraits modifiés à nos parents, renforçant à plusieurs reprises leur conviction que j'étais un enfant ingrat qui avait choisi de les abandonner. J'appris l'existence des funérailles par mon colocataire d'université qui avait vu la notice nécrologique en ligne et m'avait appelé en larmes. Quand je me présentai à la maison le lendemain pour les confronter, mon père ouvrit la porte et me regarda comme si j'étais invisible. « Je suis désolé, dit-il calmement. Mais je pense que vous vous êtes trompé d'adresse. Personne du nom de Jay Brennan ne vit ici. » Puis il me ferma la porte au nez. Ce fut la dernière fois que je parlais à un membre de ma famille jusqu'à aujourd'hui, 8 ans plus tard, quand soudainement ils avaient quelque chose d'important à discuter. Les premières années après avoir quitté la maison furent les plus difficiles de ma vie. Je déménageai à Austin, au Texas, avec tout ce que je possédais dans 2 valises et une sacoche d'ordinateur. Mon compte d'épargne contenait exactement $3007, ce qui devait couvrir le loyer, la nourriture et les dépenses professionnelles jusqu'à ce que je puisse lancer mon entreprise. Je louais un studio au-dessus d'un restaurant vietnamien pour $400 par mois. L'endroit faisait à peine 300 pieds carrés, avec un lit escamotable qui se rabattait du mur et une kitchenette composée d'une plaque chauffante, d'un mini-réfrigérateur et d'un évier qui goûtait constamment. L'odeur de bouillon de pH s'infiltrait à travers le plancher chaque matin à 5h30 quand le restaurant commençait à cuisiner. Mais en fait, je trouvais cela réconfortant. Cela me rappelait que d'autres personnes travaillaient dur pour construire quelque chose de significatif. Mon entreprise, Rapide Logistique, n'existait que sous forme de lignes de code sur mon ordinateur portable et d'un plan d'affaires que j'avais peaufiné d'innombrables fois.
Le concept était révolutionnaire, du moins dans mon esprit. La gestion traditionnelle de la chaîne d'approvisionnement reposait sur des systèmes obsolètes qui ne pouvaient pas s'adapter rapidement aux circonstances changeantes. Mon logiciel utilisait des algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire les perturbations, optimiser les itinéraires en temps réel et réacheminer automatiquement les ressources lorsque des problèmes survenaient. Les 6 premiers mois furent brutaux. Je vivais de nouilles ramen, de sandwichs au beurre de cacahuètes et de toute nourriture gratuite que je pouvais trouver lors d'événements de réseautage. J'assistais à chaque rencontre de start-up, chaque conférence tech et chaque atelier sur l'entrepreneuriat dans la région d'Austin. Je présentais mon idée à quiconque voulait bien m'écouter, des capital risqueurs aux autres entrepreneurs en passant par des inconnus dans les cafés. La plupart des gens ne comprenaient pas ce que j'essayais de construire. La gestion de la chaîne d'approvisionnement semblait ennuyeuse comparée aux applications de médias sociaux ou aux plateformes de jeux. Mais je savais que les problèmes ennuyeux avaient souvent les solutions les plus précieuses. Ma première percée eut lieu lorsque je rencontrai Jennifer Walsh, une ancienne coordinatrice logistique pour la Croix-Rouge américaine. Elle assistait à une rencontre de femmes dans la tech où je faisais une présentation sur les applications de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour les secours en cas de catastrophe. Après mon discours, elle s'approcha de moi, les larmes aux yeux. Pendant l'ouragan Katrina, nous avons perdu la trace de milliers d'envois de fournitures parce que nos systèmes ne pouvaient pas gérer le chaos, dit-elle. Des gens sont morts en attendant des ressources qui se trouvaient dans des entrepôts à 50 miles de là parce que nous ne savions pas qu'elles étaient là. Ce que vous construisez pourrait sauver des vies. J'avais été tellement concentré sur la construction du produit parfait que je n'avais pas accordé assez d'attention à la génération de revenus. J'avais 3 mois de loyer en retard et mon propriétaire menaçait de m'expulser. Je n'avais pas fait de courses depuis 2 semaines et je survivais grâce aux échantillons gratuits de Whole Foods et aux repas occasionnels du restaurant vietnamien d'en bas lorsque le propriétaire avait pitié de moi. Je fus contraint de vendre ma voiture, une Honda Civic de 10 ans qui avait été mon cadeau de fin d'études, pour payer le loyer et garder les lumières allumées. Marcher partout dans la chaleur du Texas en portant une sacoche d'ordinateur portable me donnait l'impression que l'univers testait mon engagement envers mes rêves. Mais c'est alors que je découvris quelque chose qui changea tout. J'avais compté sur son soutien pour embaucher mon premier employé et déménager dans un vrai bureau. Au lieu de cela, je fus contraint de continuer à travailler seul depuis mon minuscule appartement. Mais en regardant les coordonnées d'Harold Bergen dans mes dossiers, quelque chose fit tilt. Le numéro de téléphone avait un indicatif régional de New York. L'adresse email était haroldconsulting@mail.com et la signature sur son accord d'investissement était étrangement familière. Je pris mon ordinateur portable et commençai à chercher toutes les informations que je pouvais trouver sur Harold Bergen en ligne. Il n'y avait aucun profil LinkedIn, aucun site web d'entreprise, aucune trace de quelqu'un de ce nom travaillant dans l'industrie de la logistique. L'adresse qu'il avait fournie menait à un magasin UPS dans le comté de Westchester, New York. Le comté de Westchester, le même comté où vivaient mes parents. Mon cœur se mit à battre la chamade alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. Je fouillai dans mes vieux dossiers et trouvai une carte d'anniversaire que mon père m'avait envoyée à l'université. L'écriture était identique à la signature d'Harold Bergen. Mon père avait saboté mon entreprise depuis le tout début. Il avait investi dans mon entreprise sous un faux nom, obtenu l'accès à mes plans d'affaires et à mes informations financières, puis avait retiré son financement au moment exact où cela causerait le maximum de dégâts. Il avait probablement espéré que la perte de l'investissement d'Harold Bergen me forcerait à abandonner et à rentrer à la maison. Au lieu de cela, cela n'avait fait que me rendre plus déterminé à réussir. Mais la trahison était plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. Il ne leur suffisait pas de me renier et d'organiser de fausses funérailles. Chaque projet réussi devenait une étude de cas que je pouvais utiliser pour attirer de plus gros clients. Ma première grande percée eut lieu lorsque j'aidais à coordonner les efforts de secours après qu'une tornade eût dévasté Moore, en Oklahoma. Mon logiciel suivait les expéditions de fournitures en temps réel et réacheminait automatiquement les ressources à mesure que les routes devenaient bloquées ou que les abris atteignaient leur capacité maximale. Le résultat fut une amélioration de 30% du temps de réponse par rapport aux catastrophes précédentes. Ce succès mena à un contrat avec le département de la gestion des urgences de l'Oklahoma, qui mena à des contrats avec les agences de gestion des urgences du Texas, de la Louisiane et de la Floride. La nouvelle se répandit lentement mais sûrement dans la communauté des secours en cas de catastrophe qu'un jeune entrepreneur à Austin avait développé quelque chose de spécial. Mais même si ma clientèle grandissait, j'avais toujours des difficultés financières.
je réinvestissais chaque centime dans l'entreprise, engageant des programmeurs indépendants pour aider à étendre la plateforme et modernisant mon infrastructure technologique pour gérer des déploiements plus importants. Je déménageais dans un appartement légèrement plus grand, celui-ci avec une vraie chambre et une cuisine qui ne sentait pas la cuisine de restaurant, mais je vivais toujours comme un étudiant, mangeant de la nourriture bon marché et portant les 5 mêmes chemises en rotation. Chaque dollar que j'économisais sur mes dépenses personnelles était un dollar que je pouvais investir dans la croissance de l'entreprise. L'ironie ne m'échappait pas, je vivais dans la pauvreté tout en construisant une technologie qui valait des millions. Plus de 70 000 personnes furent déplacées et les systèmes logistiques traditionnels étaient complètement dépassés. Je déployais chaque membre de mon équipe à Houston et nous installâmes un centre de commandement au George R. Brown Convention Center aux côtés de la FEMA, de la Croix-Rouge et de l'Armée du Salut. Pendant 5 jours consécutifs, nous travaillâmes sans relâche pour suivre les expéditions de fournitures, coordonner les efforts des bénévoles et optimiser les itinéraires de distribution. Nos algorithmes traitaient des données provenant de centaines de sources, des images satellites montrant les routes inondées, des prévisions météorologiques prédisant le mouvement de la tempête, des rapports sur la capacité des abris mis à jour toutes les 15 minutes, et des décomptes des stocks de fournitures provenant de dizaines d'entrepôts à travers le Texas. Les résultats furent extraordinaires. Nous réduisîmes le temps de livraison moyen des fournitures d'urgence de 45%. Nous éliminâmes les expéditions en double qui avaient tourmenté les interventions précédentes en cas de catastrophe. Plus important encore, nous nous assurâmes qu'aucun abri ne manqua de fournitures essentielles comme l'eau potable, le lait maternisé ou le matériel médical. La couverture médiatique fut intense. CNN, MSNBC et Fox News diffusèrent toutes des reportages sur le jeune entrepreneur technologique dont le logiciel révolutionnait les secours en cas de catastrophe. Le Wall Street Journal publia un article en première page intitulé « Une start-up d'Austin sauve des vies après Harvey ». Le magazine Time m'inclut dans sa liste des leaders de la prochaine génération pour 2018. Mais avec la visibilité vinrent de nouveaux défis que je n'avais jamais anticipés. Dans les mois qui suivirent la couverture de Harvey, je commençais à remarquer des problèmes avec notre technologie qui n'auraient pas dû exister. Du code qui avait parfaitement fonctionné pendant des années développait soudainement des bugs. Des algorithmes qui avaient été testés des milliers de fois commencèrent à produire des résultats incohérents. Des requêtes de bases de données qui auraient dû prendre quelques secondes commencèrent à expirer après plusieurs minutes. Au début, je supposais que nous faisions face à des problèmes de croissance normaux. À mesure que notre clientèle s'élargissait, nos systèmes traitaient exponentiellement plus de données que ce pour quoi ils avaient été conçus. J'engageais des programmeurs et des administrateurs de bases de données supplémentaires pour optimiser notre infrastructure. Mais les problèmes persistaient et semblaient suivre un schéma inquiétant. Chaque fois que nous étions sur le point de lancer une mise à jour majeure ou de signer un nouveau client important, quelque chose tournait mal. Un serveur tombait en panne de manière inattendue. Un ensemble de données cruciales devenait corrompu. Une vulnérabilité de sécurité apparaissait soudainement dans du code qui fonctionnait parfaitement. L'incident le plus dévastateur se produisit en mars 2019, juste 2 semaines avant que nous ne devions présenter notre plateforme au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le contrat valait 12 millions de dollars et aurait fait de Rapid Logistics le leader mondial de la technologie logistique humanitaire. 3 jours avant la démonstration, notre base de données entière fut corrompue par ce qui semblait être une cyberattaque sophistiquée. Des années de données clients, d'amélioration d'algorithmes et de code propriétaire furent détruites en quelques heures. Mais ce qui me dévasta le plus fut la découverte que je fis 6 mois plus tard. J'avais engagé une entreprise de cybersécurité appelée Thornfield Investigation pour mener une analyse forensique de l'attaque. Leur enquêteur principal, Michael Rodriguez, était un ancien agent du FBI spécialisé dans l'espionnage industriel et le vol de propriété intellectuelle. Après 3 mois d'analyse, Michael me présenta un rapport qui bouleversa mon monde. Ce n'était pas une cyberattaque aléatoire, dit-il lors de notre réunion dans son bureau du centre-ville. Quelqu'un ayant une connaissance intime de vos systèmes menait une surveillance depuis au moins 2 ans. Il savait exactement où se trouvaient vos vulnérabilités parce qu'il les avait créées. Que voulez-vous dire par les avoir créées? Michael afficha une présentation sur l'écran de son ordinateur portable. L'attaque provenait de votre propre réseau. Quelqu'un avec un accès administrateur avait implanté des portes dérobées dans votre code, créant des vulnérabilités de sécurité et compromettant progressivement votre infrastructure. Quand ils ont été prêts à frapper, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour détruire votre base de données et faire croire à une attaque externe. Mon sang se glaça. Qui avait un accès administrateur? C'est là que ça devient intéressant.
Les attaques ont été retracées jusqu'à une série d'adresses IP enregistrées au nom de quelque chose appelé Bergen Consulting Service. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Bergen. Harold Bergen. La fausse identité d'investisseur de mon père des années auparavant. Pouvez-vous tracer l'emplacement réel de ces adresses IP? Déjà fait. Elles mènent toutes au même immeuble de bureaux à Midtown Manhattan. L'annuaire de l'immeuble montre que Bergen Consulting Service partage des bureaux avec Morrison Kyle & Associates. Morrison Kyle & Associates, le cabinet d'avocats de mon frère Marcus. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté écœurante. Marcus menait de l'espionnage industriel contre mon entreprise depuis des années. Il avait volé mes innovations, les vendant à des concurrents, et sabotant systématiquement mes systèmes chaque fois que je me rapprochais d'un succès majeur. Il y a autre chose, continua Michael. Nous avons trouvé des preuves que vos algorithmes propriétaires ont été vendus à au moins 6 entreprises différentes au cours des 3 dernières années. Les ventes ont été effectuées par l'intermédiaire de Bergen Consulting Service, et les bénéfices ont été déposés sur des comptes offshore liés à Marcus Brennan. Je restais assis en silence, abasourdi, tandis que Michael me montrait des dossiers financiers, des échanges de mails et de la documentation technique prouvant que mon frère avait volé pour des millions de dollars de propriété intellectuelle. Il avait vendu le travail de ma vie à mes concurrents tout en sabotant simultanément mon entreprise pour m'empêcher de découvrir son vol. La trahison était si complète, si calculée, que je me sentis physiquement malade. Il ne suffisait pas que ma famille me renie et me coupe de leur vie. Ils avaient activement essayé de détruire tout ce que j'avais construit pour les remplacer. Mais alors que j'étais assis dans le bureau de Michael Rodriguez ce jour-là, entouré de preuves des crimes de mon frère, je réalisais quelque chose d'important. Malgré tout ce qu'il m'avait fait subir, j'étais toujours là. Malgré le sabotage, le code volé et les bases de données détruites, Rapid Logistic avait survécu. Et maintenant, je savais exactement qui étaient mes ennemis. Michael, j'ai besoin que vous documentiez tout. Chaque attaque, chaque algorithme volé, chaque transaction financière. Je veux un dossier complet de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire avec ces informations? Je vais reconstruire tout ce qu'ils ont détruit. Je vais créer quelque chose de si innovant et de si précieux que leur code volé ressemblera à des jouets d'enfants en comparaison. Et quand j'aurai atteint le genre de succès qu'ils ne peuvent ni saboter ni voler, alors je déciderai s'ils méritent de savoir la vérité sur ce qu'ils ont perdu. Je sortis de ce bureau avec un nouveau but. Je ne construisais plus seulement une entreprise. Je construisais la preuve que j'avais eu raison de choisir mes rêves plutôt que leur approbation. Ce que je ne savais pas, c'est que ma preuve arriverait plus tôt que je ne l'avais prévu et d'une manière qui les forcerait à affronter les conséquences de leur choix, qu'ils le veuillent ou non. L'année 2020 a tout changé, mais pas de la manière que j'avais prévue. Lorsque la pandémie de Covid-19 a paralysé l'économie mondiale, les chaînes d'approvisionnement du monde entier se sont effondrées presque du jour au lendemain. Les hôpitaux ne pouvaient pas obtenir d'équipements de protection individuelle. Les épiceries manquaient de produits essentiels. Les entreprises pharmaceutiques peinaient à distribuer efficacement les vaccins. Alors que la plupart des entreprises licenciaient des employés et réduisaient leurs coûts, Rapid Logistic était soudainement plus demandé que jamais. Nos algorithmes étaient parfaitement conçus pour gérer le genre de défis logistiques chaotiques et en évolution rapide que la pandémie créait. J'ai pris la décision d'offrir nos services gratuitement à tout hôpital, clinique ou organisation de soins de santé qui avait besoin d'aide pour gérer ces chaînes d'approvisionnement pendant la crise. C'était un risque financier énorme, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Les résultats furent extraordinaires. Nous avons aidé à coordonner la distribution de plus de 50 millions de masques, 10 millions de blouses et d'innombrables autres fournitures médicales aux travailleurs de la santé dans 38 États. Notre logiciel a optimisé les itinéraires de distribution des vaccins, suivi les exigences de la chaîne du froid et assuré que les populations à haut risque bénéficient d'un accès prioritaire. Mais le projet qui a vraiment changé ma vie a commencé en septembre 2021 lorsque l'ouragan Ida a dévasté la Louisiane et laissé plus d'1 million de personnes sans électricité. J'ai déployé toute notre équipe à la Nouvelle-Orléans, comme je l'avais fait lors de l'ouragan Harvey 4 ans plus tôt. Mais cette fois, nous avions quelque chose de nouveau. Un système d'intelligence artificielle révolutionnaire qui pouvait prédire les pénuries de fournitures avant qu'elles ne se produisent. Le système d'IA, que j'avais passé 2 ans à développer en secret, analysait des milliers de variables en temps réel, les conditions météorologiques, la densité de population, les dommages aux infrastructures, les données historiques de consommation et l'analyse du sentiment sur les réseaux sociaux.
Il pouvait prédire avec une précision de 92% quel quartier manquerait de fournitures spécifiques et exactement quand ces pénuries se produiraient. Le système nous a permis de prépositionner des ressources et de réacheminer des expéditions avant que les pénuries ne deviennent critiques. Pour la première fois dans l'histoire des secours en cas de catastrophe, nous avons entièrement éliminé les pénuries de fournitures dans notre zone de couverture. Personne n'a manqué d'eau potable, de fournitures médicales ou de nourriture d'urgence car notre système d'IA a veillé à ce que les ressources arrivent exactement où et quand elles étaient nécessaires. La couverture médiatique fut sans précédent. 60 minutes a fait un reportage sur notre système d'IA intitulé « L'algorithme qui sauve des vies ». Le New York Times l'a qualifié de « l'avancée la plus significative en logistique humanitaire depuis l'invention de l'hélicoptère ». Mais l'histoire qui a tout changé a été écrite par Sarah Chen, une journaliste d'investigation pour le magazine Forbes. Sarah était différente des autres journalistes qui avaient couvert Rapid Logistique. Là où d'autres se concentraient sur la technologie ou le succès commercial, Sarah s'intéressait à l'histoire humaine derrière l'innovation. Elle a passé 3 semaines à me suivre à Austin, à la Nouvelle-Orléans et sur nos divers sites clients, menant des entretiens avec tout le monde, de mes employés aux travailleurs humanitaires qui utilisaient notre logiciel. Je veux comprendre ce qui pousse quelqu'un à consacrer sa vie à résoudre des problèmes dont la plupart des gens ne connaissent même pas l'existence, a-t-elle dit lors de l'une de nos conversations. L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement n'est pas exactement un domaine glamour, mais vous en parlez comme si vous décriviez une vocation religieuse. Sarah avait 32 ans, des cheveux noirs mi-longs et des yeux bruns intelligents qui semblaient voir à travers n'importe quelle façade que vous essayiez de maintenir. Elle était diplômée de l'école de journalisme de Columbia et avait passé 5 ans à couvrir la technologie et les affaires pour le Wall Street Journal avant de rejoindre Forbes. Ce qui la rendait différente, ce n'était pas seulement son intelligence ou ses compétences d'interview. C'était sa curiosité sincère pour les gens et sa capacité à trouver l'histoire plus profonde sous les faits de surface. En faisant des recherches sur mon parcours pour l'article de Forbes, Sarah a découvert des détails sur ma situation familiale que je n'avais jamais discuté publiquement. Elle a trouvé des dossiers sur les fausses funérailles de mes parents, découvert le lien entre Harold Bergen et mon père, et même retrouvé d'anciens camarades de classe de John Hopkins qui se souvenaient de mon départ abrupt de la faculté de médecine. Je dois vous poser une question sur quelque chose de sensible, a-t-elle dit lors de notre dernière interview. J'ai enquêté sur votre histoire familiale, et j'ai trouvé des choses qui ne collent pas. Selon les archives publiques, vos parents ont organisé un service funéraire pour vous en 2014, affirmant que vous étiez mort dans un accident de voiture. Mais de toute évidence, vous êtes bien vivant. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui s'est passé? Je n'avais jamais raconté l'histoire complète à personne en dehors de mes amis les plus proches et de mes employés. Mais il y avait quelque chose dans l'approche de Sarah qui m'a fait lui faire confiance avec la vérité. Elle ne cherchait pas le scandale ou le sensationnalisme. Elle voulait sincèrement comprendre comment ma situation familiale avait façonné mon parcours d'entrepreneur. Alors je lui ai tout raconté. La confrontation au dîner, l'ultimatum, les fausses funérailles, les années de silence. Je lui ai parlé du sabotage d'Harold Bergen et du vol de ma propriété intellectuelle par Marcus. J'ai expliqué comment la douleur de perdre ma famille m'avait motivé à construire quelque chose de significatif avec ma vie. Sarah a écouté sans jugement, posant des questions réfléchies et prenant des notes minutieuses. Quand j'ai eu fini, elle est restée assise en silence pendant plusieurs minutes, traitant ce que j'avais partagé. Il y a autre chose que je dois vous dire. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé des documents judiciaires que je pense que vous devriez voir. Elle a sorti un dossier rempli de papiers juridiques photocopiés et les a étalés sur la table de la salle de conférence. Ce sont vos dossiers d'adoption datant de vos 3 ans. Vos parents biologiques, David et Laura Mitchell, sont morts dans un accident de voiture en 2001. Les Brennan vous ont adopté 6 mois plus tard. Mon monde s'est arrêté de tourner. Je sais, ce qui signifie qu'Harold et Margaret Brennan contrôlent illégalement votre héritage depuis près de 2 ans. Sarah m'a montré des relevés bancaires, des documents de fiducie et de la correspondance entre les Brennan et leurs avocats. Pendant 20 ans, mes parents adoptifs avaient vécu des intérêts de l'argent de mes parents biologiques sans rien me dire de ma véritable origine. L'ironie cruelle était accablante. Mon talent naturel pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement n'était pas une simple aptitude aléatoire. C'était littéralement dans mes gènes. David Mitchell avait travaillé sur les mêmes problèmes auxquels j'avais consacré ma vie 30 ans avant même ma naissance. Et la famille qui m'avait rejeté pour avoir choisi la technologie plutôt que la médecine avait profité des innovations de mon père biologique toute ma vie. Sarah,
Pourquoi me montrez-vous cela? Cela va bien au-delà de tout ce qui pourrait apparaître dans un article de Forbes. Elle a refermé le dossier et m'a regardé droit dans les yeux. Parce que vous méritez de connaître la vérité sur qui vous êtes et parce que je pense que votre histoire est bien plus qu'une simple réussite commerciale. C'est l'histoire de quelqu'un qui a tout perdu et a construit une nouvelle vie basée sur l'authenticité et la passion plutôt que sur les attentes externes. L'article de Forbes a été publié 3 semaines plus tard sous le titre « L'algorithme orphelin, comment le rejet familial a mené à l'innovation humanitaire ». Sarah avait réussi à raconter mon histoire d'une manière à la fois profondément personnelle et puissamment inspirante. Elle s'est concentrée sur le lien entre le travail de mon père biologique et mes propres innovations. L'ironie de ma famille adoptive profitant du domaine même qu'il m'avait rejeté pour avoir choisi, et la manière dont le traumatisme personnel m'avait motivé à construire une technologie qui pourrait prévenir la souffrance d'autres personnes. L'article comprenait des photographies époustouflantes de nos opérations de secours en cas de catastrophe, des explications détaillées de nos algorithmes d'IA et des entretiens avec des travailleurs humanitaires dont la vie avait été changée par notre technologie. Mais il incluait également suffisamment de détails sur ma situation familiale pour qu'il soit clair qu'Harold, Margaret et Marcus Brennan s'étaient comportés de manière à la fois moralement discutable et potentiellement illégale. La réaction fut immédiate et écrasante. Dans les 24 heures suivant la publication, j'ai reçu des appels de capital risqueurs, des offres d'acquisition de grandes entreprises technologiques et des demandes d'interview de tous les grands médias du pays. Mais la réponse la plus importante est venue exactement 12 heures après la publication de l'article, sous la forme d'un SMS de ma mère. Fête de Noël en famille à 18h30. Nous avons quelque chose d'important à discuter. 24 heures plus tard, je découvrirai que leur discussion importante ne portait pas sur la réconciliation ou les excuses. Il s'agissait d'éviter la prison. Le lendemain matin après avoir reçu le texto de ma mère, j'étais assis dans mon bureau à examiner les offres d'acquisition lorsque mon assistante, Patricia Williams, frappa à ma porte avec une expression inhabituelle sur son visage. Il y a un agent du FBI ici pour vous voir. Elle dit que c'est concernant une enquête sur des crimes financiers. Quel genre d'allégation? L'agent Torres ouvrit sa mallette et sortit plusieurs dossiers en manille. Nous enquêtons sur le docteur Harold Brennan depuis 8 mois sur la base d'un tuyau d'un lanceur d'alerte à l'hôpital général de Westchester. Les allégations incluent le détournement de fonds de l'hôpital, la fraude à l'assurance et le détournement illégal d'actifs d'un fonds en fiducie. Elle étala des photographies et des documents financiers sur mon bureau. Le docteur Brennan a systématiquement volé de l'argent du budget d'équipement de l'hôpital et a utilisé ces fonds pour couvrir des dettes de jeu dans divers casinos d'Atlantic City. Le montant total détourné est d'environ 2,7 millions de dollars sur une période de 5 ans. Les photographies montraient mon père à des tables de blackjack, de roulette et de poker. Sur certaines images, il était clairement ivre, jetant des jetons comme des confettis. Les dossiers financiers montraient un schéma de retrait important des comptes de l'hôpital suivi immédiatement de dépôts dans les casinos. Mais ce n'est pas l'accusation la plus grave, continua l'agent Torres. Nous avons également découvert que le docteur Brennan et sa femme Margaret ont accédé illégalement à un fonds en fiducie appartenant à leur fils adoptif. Selon notre enquête, ils ont retiré plus de 22 millions de dollars de ce fonds sans autorisation. Elle me montra des copies des mêmes documents de fiducie que Sarah Chen avait découverts, ainsi que des relevés bancaires montrant des années de retrait non autorisés, de signatures falsifiées et d'autorisations de transferts frauduleuses. Le fonds en fiducie a été créé par David et Laura Mitchell pour leur fils, qui a été adopté par les Brennan après la mort de ses parents biologiques dans un accident de voiture. Pendant que je parlais, elle prenait des notes minutieuses et posait des questions de suivi sur les dates, les transactions financières et les conversations spécifiques. Monsieur Brennan, je dois vous poser une question importante. Saviez-vous que vous aviez droit à un héritage d'environ 30 millions de dollars il y a 6 mois? Je l'ai découvert il y a 3 semaines lorsqu'une journaliste a fait des recherches sur mon parcours pour un article de magazine. Avant cela, je n'avais aucune idée que j'avais été adopté ou que mes parents biologiques m'avaient laissé un héritage. L'agent Torres se pencha en arrière dans son fauteuil et m'étudia longuement. C'est remarquable. Nous enquêtions sur vos parents adoptifs pour des crimes financiers, mais nous n'avions aucune idée que le bénéficiaire réel du fonds en fiducie ignorait son existence. Cela change toute la portée de notre enquête. Elle sortit un autre dossier et me montra des photographies de surveillance de Marcus entrant et sortant de divers immeubles de bureaux à Manhattan. Nous enquêtons également sur votre frère, Marcus Brennan, pour espionnage industriel et vol de brevets. D'après les informations fournies par plusieurs de ses anciens clients,
il vend de la propriété intellectuelle volée par le biais d'une fausse société de conseil depuis au moins 4 ans. Les photographies montraient Marcus rencontrant des représentants d'entreprises de logistique que je reconnaissais comme des concurrents de Rapid Logistique. Certaines d'entre elles étaient des entreprises qui avaient utilisé mes algorithmes volés pour casser mes prix et remporter des contrats qui auraient dû être les miens. La valeur totale du vol de propriété intellectuelle est estimée à plus de 15 millions de dollars. Votre frère a été très prudent pour couvrir ses traces, mais nous avons suffisamment de preuves pour monter un dossier solide contre lui. L'agent Torres referma les dossiers et me regarda directement. Monsieur Brennan, je crois que l'intérêt soudain de votre famille adoptive pour la réconciliation est directement lié à notre enquête. Quelqu'un leur a fourni des informations sur nos progrès, probablement leur avocat. Ils savent que nous sommes sur le point de procéder à des arrestations et ils espèrent vous manipuler pour les aider à éviter les poursuites. Quel genre de manipulation ? Ils pourraient vous demander de fournir des références de moralité pour les procédures judiciaires. Ils pourraient prétendre que l'argent du fonds en fiducie a été utilisé à votre profit d'une manière ou d'une autre, même si vous ne l'avez jamais reçu. Ils pourraient même essayer de vous convaincre de leur pardonner publiquement dans le cadre d'une sorte d'histoire de réconciliation familiale que leurs avocats pourraient utiliser pour susciter la sympathie lors de la détermination de la peine. Le calcul cynique derrière le texto de ma mère devint limpide. Ils ne reprenaient pas contact parce que je leur manquais ou parce qu'ils étaient fiers de mon succès. Ils reprenaient contact parce qu'ils avaient besoin de moi pour les aider à ne pas aller en prison. Agent Torres, que se passerait-il si j'allais à cette fête de famille ce soir ? Honnêtement, cela aiderait probablement notre cause. Si vous êtes prêt à porter un micro et à documenter leur tentative de vous manipuler, nous pourrions recueillir des preuves de subornation de témoins et d'association de malfaiteurs. Mais je veux être clair sur les risques encourus. Ces personnes ont déjà montré qu'elles étaient prêtes à aller très loin pour se protéger. Je pensais à tout ce qu'ils m'avaient fait subir au cours des 8 dernières années. Les fausses funérailles, l'argent volé, les contrats sabotés, les années de silence et de rejet. Une partie de moi voulait tourner les talons et laisser le FBI s'occuper de tout sans mon implication. Mais une autre partie de moi savait que je devais les affronter une dernière fois. Pas pour eux, mais pour moi. Agent Torres, je veux le faire. Mais je veux plus que des preuves de subornation de témoins. Je veux qu'ils avouent tout ce qu'ils ont fait. Le détournement de fonds, le vol du fonds en fiducie, le sabotage de mon entreprise. Je veux un enregistrement complet de leurs crimes. C'est beaucoup demandé, Monsieur Brennan. Les gens n'avouent généralement pas des crimes fédéraux simplement parce que leurs membres de famille éloignés se présentent avec un micro. Je souris pour la première fois depuis que l'agent Torres était entré dans mon bureau. Vous ne savez pas à quel point ils sont désespérés, et vous ne savez pas à quel point ils me sous-estiment. 3 heures plus tard, j'étais équipé d'un dispositif d'enregistrement sophistiqué et pratiquement indétectable. L'agent Torres et son équipe surveilleraient depuis une camionnette garée à 2 pâtés de maison de la maison de mes parents, prêts à intervenir si quelque chose tournait mal. En traversant les rues familières du comté de Westchester pour la première fois en 8 ans, je ressentis un étrange sentiment de calme. Je n'étais plus le jeune homme désespéré de 25 ans qui avait été renié pour avoir choisi ses rêves. Je n'étais plus l'entrepreneur en difficulté qui avait été saboté par sa propre famille. J'étais Jay Mitchell, fils de David et Laura Mitchell, héritier d'une fortune de 30 millions de dollars et fondateur de l'entreprise de logistique la plus innovante au monde. Et j'étais sur le point d'offrir à ma famille adoptive la surprise de Noël de leur vie. La maison était exactement la même qu'il y a 8 ans, jusqu'aux mêmes couronnes de Noël accrochées aux portes d'entrée et à la même guirlande de lumière blanche soulignant le toit. Mais en montant l'allée en briques, j'avais l'impression d'approcher une exposition de musée de mon ancienne vie plutôt que de rentrer à la maison. Je sonnai à la porte au lieu d'utiliser ma vieille clé, que j'avais jetée des années auparavant. Quand mon père ouvrit la porte, son expression vacilla entre la surprise, la culpabilité et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. « Jay, tu es venu. »« Bonjour, Harold. » J'utilisais délibérément son prénom au lieu de l'appeler papa. « Vous vouliez discuter de quelque chose d'important. » Marcus s'avança avec son sourire d'avocat professionnel. « Jay, je veux commencer par dire à quel point nous sommes tous fiers de ce que tu as accompli. Cet article de Forbes était vraiment quelque chose de spécial. » Vraiment ? Je suis surpris que vous l'ayez lu, étant donné que vous m'avez déclaré mort il y a 8 ans. L'avocat se racla la gorge. Monsieur Brennan, je m'appelle Robert Fitzgerald. Je représente votre famille dans certaines affaires juridiques qui ont récemment attiré notre attention.
Peut-être devrions-nous tous nous asseoir et discuter calmement de la situation. Je restai debout. Quelle situation serait-ce, Robert? Mon père se versa un scotch avec des mains tremblantes. Il y a eu quelques malentendus avec les autorités. Monsieur Brennan, ce que votre famille espère discuter avec vous est la possibilité de fournir des témoignages de moralité pour leur défense. En tant que personne ayant atteint un succès aussi remarquable, votre témoignage sur leur caractère moral pourrait être très influent auprès d'un jury. Je regardais les 3 personnes dans la pièce qui avaient façonné mon enfance, détruit ma jeunesse et passé des années à essayer de saboter mon succès. Le dispositif d'enregistrement caché dans ma veste capturait chaque mot de leur pathétique tentative de me manipuler. Alors, laissez-moi comprendre. Vous voulez que je témoigne que vous êtes des gens honnêtes et moraux qui ne voleraient jamais d'argent ou ne feraient jamais de mal à leur propre famille. Exactement, dit ma mère avec empressement. Tu nous connais mieux que quiconque, Tu sais que nous ne ferions jamais les choses dont ils nous accusent. Je souris et sortis mon téléphone. C'est intéressant, Margaret, parce que j'ai quelque chose que je pense que vous devriez voir. J'ouvris l'article de Forbes et commençai à lire à voix haute. Selon les dossiers judiciaires obtenus par Forbes, Brennan a été adopté par Harold et Margaret Brennan en 2001 après la mort de ses parents biologiques, David et Laura Mitchell, dans un accident de voiture. Les Mitchell avaient créé un fonds en fiducie de 30 millions de dollars pour leur fils, qui devait rester intact jusqu'à ses 30 ans. La couleur quitta le visage de mon père. Marcus s'assit lourdement dans le fauteuil le plus proche. Robert Fitzgerald avait l'air de vouloir disparaître. L'article poursuit en disant qu'Harold et Margaret Brennan ont secrètement retiré de l'argent de ce fonds en fiducie pendant plus de 20 ans, bien qu'il n'ait aucun droit légal d'accéder à ces fonds. Laisse-nous t'expliquer, balbutia mon père. Cet argent a été utilisé à ton profit. Ton éducation, ton logement, ta nourriture, tout ce que nous t'avons fourni venait de ce fonds en fiducie. Vraiment, tout? Y compris les 2,7 millions de dollars que tu as perdus au jeu dans les casinos d'Atlantic City? Ma mère haleta. Marcus regarda son père avec horreur. Clairement, l'étendue de la dépendance au jeu d'Harold avait été gardée secrète, même du reste de la famille. Et qu'en est-il des 15 millions de dollars de propriété intellectuelle que Marcus a volé à mon entreprise et vendu à mes concurrents? Était-ce aussi pour mon bien? Marcus se leva brusquement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sortis à nouveau mon téléphone et leur montrai des captures d'écran de l'enquête de Michael Rodriguez. Bergen Consulting Service. Ça te dit quelque chose, Marcus? La fausse société que tu as créée pour vendre mes algorithmes à toutes les entreprises de logistique de la côte est. Tu ne peux rien prouver, dit Marcus. Mais sa voix manquait de conviction. En fait, si. J'ai des dossiers financiers, des correspondances par email et des preuves forensiques reliant chaque algorithme volé à l'ordinateur de ton bureau. J'ai aussi le témoignage de 6 entreprises différentes confirmant qu'elles ont acheté ma propriété intellectuelle à Bergen Consulting Service. Robert Fitzgerald griffonnait frénétiquement des notes, calculant probablement combien de crimes fédéraux ses clients venaient d'avouer devant témoins. Mais voici ma partie préférée, continuai-je. Le fonds en fiducie de 30 millions de dollars que vous avez pillé. Il a été créé par David Mitchell, mon père biologique, qui détenait 17 brevets pour la technologie d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. La même technologie que vous disiez que j'étais insensé de poursuivre. Je regardais directement mon père. Vous avez vécu de l'héritage d'un homme dont vous m'avez rejeté pour avoir choisi de continuer l'œuvre de sa vie. Vous m'avez traité de délirant pour avoir voulu suivre les traces de mon vrai père alors que vous profitiez littéralement de ses innovations. Mon père vida son scotch d'un trait. Tu dois comprendre, nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Quand nous t'avons adopté, nous pensions te donner une vie meilleure. Nous pensions que la faculté de médecine était un choix plus sûr que l'entrepreneuriat. Alors vous avez organisé de fausses funérailles et dit à tout le monde que j'étais mort. C'était pour mon bien. Quel sabotage d'entreprise. Harold Bergen, le faux investisseur qui a retiré le financement de mon entreprise au pire moment. Le visage de mon père devint pâle. Comment as-tu découvert ça? Alors, tu l'admets? J'essayais de te donner une leçon sur les dangers de l'entrepreneuriat. Je pensais que si tu rencontrais quelques revers, tu réaliserais que les affaires étaient trop risquées et que tu reviendrais à la médecine. Marcus rit amèrement. Papa, tu as détruit son entreprise parce que tu voulais qu'il devienne médecin. Pendant ce temps,
je volais ses innovations et je m'enrichissais grâce à elles. Tu vois l'ironie? Quoi? Mon père se tourna vers Marcus, choqué. Je vendais ces algorithmes à ses concurrents depuis des années. J'ai gagné plus de 15 millions de dollars avec Bergen Consulting Service. Je pensais que tu savais. Je n'avais aucune idée que tu profitais de ton sabotage. Mon sabotage? C'est toi qui as créé l'identité d'Harold Bergen. Je l'ai juste emprunté pour créer ma société de conseil. Robert Fitzgerald se tenait maintenant la tête entre les mains. Ses clients avouaient de multiples crimes fédéraux tout en se disputant pour savoir qui était le plus coupable. Je regardais les gens dans la pièce qui avaient autrefois été ma famille, les regardant se détruire mutuellement avec leurs révélations de trahison et de cupidité. Une partie de moi se sentait vengée. Une partie de moi se sentait triste. Mais surtout, je me sentais libre. Vous savez quelle est la partie vraiment ironique? Dis-je. Je suis venu ici ce soir prêt à vous pardonner. Je pensais que le succès m'avait peut-être donné assez de recul pour surmonter la blessure et la colère. Je pensais que nous pourrions peut-être trouver un moyen de reconstruire une sorte de relation. L'agent Torres m'attendait dans sa camionnette de surveillance à 2 pâtés de maison, avec la comptable judiciaire Lisa Park, qui avait surveillé l'enregistrement audio. « Excellent travail, monsieur Brennan », dit l'agent Torres en retirant mon dispositif d'enregistrement. Ils ont tout avoué. Détournement de fonds, vol de fonds en fiducie, vol de propriété intellectuelle, association de malfaiteurs et subornation de témoins. Nous avons suffisamment de preuves pour les mettre tous les 3 sous les verrous pour un très long moment. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous traitons les preuves et préparons les mandats d'arrêt. D'après ce que nous avons enregistré ce soir, votre père risque 10 à 15 ans pour détournement de fonds et fraude. Votre mère risque 8 à 12 ans pour association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Votre frère risque 5 à 10 ans pour vol de propriété intellectuelle et espionnage industriel. Lisa Park me tendit un dossier rempli de documents financiers. Nous avons également préparé une comptabilité complète de votre fonds en fiducie. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de votre héritage est récupérable. La mauvaise nouvelle, c'est que cela pourrait prendre plusieurs mois pour démêler toutes les transactions illégales. Je regardais le dossier, pensant aux 8 années que j'avais passées à construire mon entreprise à partir de rien, alors que mon héritage dormait sur des comptes dont j'ignorais même l'existence. L'argent serait bienvenu, mais ce n'était pas ce qui comptait le plus. Agent Torres, quand vous les arrêterez, je veux que vous leur transmettiez un message. Lequel? Dites-leur que J. Mitchell leur dit adieu. 6 mois plus tard, je me tenais devant le palais de justice fédéral de Manhattan, regardant Harold, Margaret et Marcus Brennan être emmenés menottés après leur audience de détermination de la peine. Harold avait été écopé de 12 ans pour détournement de fonds et fraude. Margaret avait été condamnée à 8 ans pour association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Marcus, qui avait coopéré avec les autorités et montré un remords sincère, avait reçu 5 ans pour vol de propriété intellectuelle. La couverture médiatique était intense, mais cette fois, je m'en sentais détaché. L'histoire des crimes de ma famille était devenue une mise en garde sur la cupidité, la manipulation et les conséquences de la priorité accordée à l'argent sur les relations. Mais pour moi, c'était simplement le dernier chapitre d'une histoire que j'étais prêt à laisser derrière moi. À côté de moi sur les marches du palais de justice se tenait Sarah Chen, qui était devenue bien plus que la journaliste qui avait découvert les secrets de ma famille. Au cours des 6 derniers mois, elle était devenue mon amie la plus proche, ma conseillère la plus fiable et finalement la personne sans qui je ne pouvais imaginer vivre. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle alors que nous regardions les camionnettes de presse remballer leur matériel. Soulagé, triste, reconnaissant. C'est compliqué. Penses-tu que tu leur pardonneras un jour? Je réfléchis à cette question un long moment. Je pense que le pardon est quelque chose que l'on fait pour soi-même, pas pour les autres. J'ai laissé tomber la colère et le ressentiment parce que porter ces émotions me faisait plus de mal qu'à eux. Mais le pardon ne signifie pas oublier ce qu'ils ont fait ou prétendre que c'était acceptable. Les 6 derniers mois avaient été transformateurs d'une manière que je n'avais pas prévue. La récupération de mon héritage m'avait permis d'étendre Rapid Logistique à l'échelle mondiale, en ouvrant des bureaux à Londres, Hong Kong et Sao Paulo. Nous avions développé des partenariats avec les Nations Unies, l'Union européenne et l'Union africaine pour fournir un soutien logistique aux missions humanitaires dans le monde entier. Mais plus important encore, j'avais découvert ce que signifiait avoir une vraie famille. Mes employés chez Rapid Logistique m'avaient soutenu pendant les mois difficiles des témoignages,
des dépositions et des procédures judiciaires. Ils avaient fait des heures supplémentaires pour couvrir mes responsabilités, m'avaient soutenu émotionnellement lorsque l'attention des médias devenait écrasante et avaient célébré avec moi lorsque justice fut enfin rendue. Jennifer Walsh, ma première conseillère de la communauté des secours en cas de catastrophe, était devenue comme une figure maternelle pour moi. Elle a organisé toute l'entreprise pour ma fête de 31e anniversaire et a prononcé un discours sur sa fierté de m'avoir vu grandir, passant d'un jeune entrepreneur idéaliste à un leader qui changeait le monde. Michael Rodriguez, l'expert en cybersécurité qui avait découvert les crimes de mon frère, était devenu mon chef de la sécurité et l'un de mes amis les plus proches. Il m'a appris à me protéger, ainsi que mon entreprise, contre de futures attaques. Mais il m'a aussi appris à faire à nouveau confiance aux gens après avoir vécu une trahison si profonde. Même l'agent Diana Torres était restée en contact, me tenant au courant de l'avancement de l'affaire et devenant finalement quelqu'un que je pouvais appeler lorsque j'avais besoin de conseils pour naviguer à l'intersection complexe des affaires et de l'application de la loi. Mais surtout, j'avais construit une relation amoureuse avec Sarah Chen basée sur une honnêteté totale, un respect mutuel et des valeurs partagées. Elle comprenait mon engagement à utiliser la technologie à des fins humanitaires car elle partageait ma conviction que le succès sans signification n'est qu'un échec élaboré. La veille de Noël, exactement un an après la confrontation chez mes parents adoptifs, Sarah et moi avons organisé un dîner chez moi à Austin pour 25 personnes qui étaient devenues ma famille de cœur. Jennifer Walsh était là avec son mari et sa fille. Michael Rodriguez a amené son partenaire et leurs jumeaux. L'agent Torres est venu de Washington avec son fils adolescent. Toute mon équipe de base de Rapid Logistique était présente avec leurs conjoints et leurs enfants. En regardant autour de la table les visages des personnes qui avaient choisi de m'aimer pour qui j'étais vraiment plutôt que pour qui ils voulaient que je sois, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le parcours qui m'avait mené à ce moment. Pendant le dîner, Jennifer m'a demandé de raconter l'histoire des débuts de Rapid Logistique pour les plus jeunes invités qui ne l'avaient pas entendu. En racontant l'histoire de mon départ de la faculté de médecine, de mon reniement par ma famille et de la création d'une entreprise à partir de rien dans un minuscule appartement au-dessus d'un restaurant vietnamien, j'ai réalisé que je n'étais plus amer à propos de la douleur et du rejet que j'avais subi. Ces expériences m'avaient appris la résilience, l'empathie et l'importance de rester fidèle à mon moi authentique. Même lorsque tout le monde autour de moi me pressait de devenir quelqu'un d'autre, elles m'avaient motivé à construire quelque chose de significatif plutôt que simplement rentable. Elle m'avait aidé à apprécier l'amour et le soutien sincère lorsque je les avais enfin trouvés. La leçon la plus importante que j'ai apprise, dis-je alors que le dessert était servi, c'est que la famille n'est pas une question de lien de sang ou de documents légaux. La famille, ce sont les personnes qui choisissent d'être là pour vous de manière constante, surtout quand les choses deviennent difficiles. La famille, ce sont les gens qui célèbrent vos succès authentiques et vous soutiennent à travers vos échecs authentiques. Sarah me serra la main sous la table et me sourit avec le genre d'amour que je n'avais jamais pensé mériter. La famille, ce sont les gens qui voient vos rêves comme dignes d'être poursuivis, même lorsque ces rêves semblent impossibles ou irréalisables pour tous les autres. Ce sont les gens qui croient en votre potentiel à faire une différence positive dans le monde et qui veulent vous aider à réaliser ce potentiel. Après le dîner, alors que nos invités discutaient dans le salon et jouaient à des jeux avec les enfants, Sarah et moi sommes sortis sur la terrasse arrière pour profiter du temps inhabituellement doux de décembre. Te demandes-tu parfois à quoi aurait ressemblé ta vie si tes parents adoptifs avaient soutenu ton esprit d'entreprise au lieu de le rejeter, demanda-t-elle. Parfois. Mais je pense que j'avais besoin de traverser cette épreuve pour devenir la personne que j'étais censé être. S'ils m'avaient soutenu depuis le début, j'aurais peut-être été satisfait de construire une entreprise modérément prospère qui m'aurait rendu riche. La douleur de les perdre m'a motivé à construire quelque chose qui pourrait sauver des vies et changer le monde. Et s'ils n'avaient jamais volé ton héritage, alors j'aurais construit Rapid Logistique avec leur argent au lieu de ma propre détermination. Et je n'aurais probablement pas développé le même niveau de résilience et de créativité. Certaines de nos solutions les plus innovantes sont nées de la nécessité de résoudre des problèmes avec des ressources limitées. Je sortis mon téléphone et montrai à Sarah une photo que je gardais dans mon portefeuille. C'était la seule photo que j'avais de David et Laura Mitchell, mes parents biologiques. Ils se tenaient devant un laboratoire informatique au MIT, tous deux vêtus de blouse blanche et souriant à l'appareil photo. Mon père tenait un certificat reconnaissant son dernier brevet. Et ma mère tenait une impression de code qu'elle avait écrit. Je pense qu'ils auraient été fiers de ce que j'ai construit, dis-je. Non pas à cause de l'argent ou de la reconnaissance, mais parce que j'ai utilisé la technologie pour aider les personnes qui souffraient. Je sais qu'ils auraient été fiers. Alors que nous nous tenions là sur la terrasse,
entouré des rires et des conversations de notre famille de cœur, je ressentis un profond sentiment de paix quant au chemin que ma vie avait pris. J'avais perdu la famille dans laquelle j'étais né, mais j'avais gagné une famille que j'avais choisie. J'avais perdu une carrière médicale qui ne me semblait jamais authentique, mais j'avais gagné une carrière technologique qui ressemblait à une vocation. Même lorsque je sabotais ton succès, tu as eu le courage de suivre tes rêves malgré la désapprobation de tout le monde, et j'étais trop peu sûr de mes propres choix pour te soutenir. Je suis fier de ce que tu as accompli, et j'ai honte de tout ce que j'ai fait pour essayer de l'empêcher. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai classée dans un dossier intitulé « Clôture ». Je ne prévoyais pas de répondre, mais j'étais heureux que Marcus ait trouvé une certaine clarté sur les conséquences de ses choix. 2 mois plus tard, Rapid Logistic a été acquise par Google pour 4,7 milliards de dollars, ce qui est en fait l'une des plus grandes acquisitions de technologie humanitaire de l'histoire. J'ai conservé le contrôle des opérations de l'entreprise et je me suis engagé à utiliser l'acquisition pour étendre nos capacités de secours en cas de catastrophe à tous les continents. Le jour de l'annonce de l'acquisition, j'ai reçu des centaines de messages de félicitations d'amis, de collègues et même d'inconnus qui avaient suivi mon histoire. Mais le message qui a le plus compté est venu de Jennifer Walsh. Je me souviens de la nuit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, quand tu n'étais qu'un jeune homme avec de grands rêves et un ordinateur portable plein de codes. Tu m'as dit que tu voulais sauver des vies grâce à une meilleure logistique, et je t'ai cru, même si tout le monde pensait que tu étais naïf. Aujourd'hui, tu as prouvé que les rêves soutenus par la détermination peuvent littéralement changer le monde. Tes parents biologiques seraient si fiers de l'homme que tu es devenu. L'entrepreneur qui avait été saboté par sa propre famille avait construit une entreprise qui pouvait survivre à toute attaque externe car elle était fondée sur une passion authentique plutôt que sur une validation externe. Et l'orphelin qui avait perdu une famille avait gagné quelque chose d'encore plus précieux. La connaissance que l'amour n'est pas une question de sang ou d'obligation, mais de personnes qui choisissent d'être là les unes pour les autres de manière constante et de soutenir la croissance authentique de chacun. En terminant d'écrire le dernier chapitre de mon histoire, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment une fin. C'était le début d'un nouveau chapitre rempli de possibilités que je commençais à peine à imaginer. J'espère que mon histoire vous inspirera à poursuivre vos propres rêves, même lorsque les gens autour de vous ne les comprennent pas ou ne les soutiennent pas. Quel rêve avez-vous eu peur de poursuivre à cause des attentes des autres? Avez-vous déjà eu à choisir entre l'approbation familiale et l'authenticité personnelle? J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que ses rêves valent la peine d'être poursuivis, peu importe qui y croit. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage et je vous souhaite le courage de construire la vie authentique que vous étiez destiné à vivre.